Que serait devenu notre monde si, au cœur du XXe siècle, les forces de l'Axe avaient triomphé? Imaginez un instant, le débarquement de Normandie n'a jamais réussi, ou peut-être l'opération Barbarossa s'est achevée par une victoire fulgurante pour Berlin. C'est une question qui glace le sang, un vertige historique qui nous oblige à contempler une réalité alternative terrifiante. Le monde que nous connaissons, avec ses libertés, ses imperfections et ses espoirs, n'existerait tout simplement pas. Nous vivrions dans l'ombre pesante d'un empire totalitaire, le Grand Reich germanique, dont l'idéologie aurait remodelé chaque aspect de notre existence, de la carte du monde à nos pensées les plus intimes. Pour que ce scénario funeste se réalise, plusieurs tournants de la guerre auraient dû prendre une autre direction. Peut-être la Grande-Bretagne, isolée et bombardée sans relâche, aurait-elle fini par signer une paix de compromis après la chute de la France, laissant Hitler maître de l'Europe continentale. Ou bien les scientifiques allemands auraient-ils développé l'arme atomique avant les Américains, leur donnant un pouvoir de dissuasion absolu. Quelle que soit la cause, le résultat aurait été le même, une capitulation des Alliés et l'instauration d'un ordre nouveau. Dès 1945, l'Europe serait devenue une mosaïque d'États vassaux et de territoires annexés, tous soumis à la volonté de fer du Führer et de ses successeurs. Dans les décennies qui auraient suivi cette victoire, la carte du monde aurait été redessinée avec une brutalité méthodique. L'immense Reich germanique s'étendrait de l'Atlantique à l'Oural, absorbant la France, la Pologne et de vastes territoires slaves considérés comme un simple espace vital. L'Italie fasciste, partenaire de l'Axe, contrôlerait un empire méditerranéen, tandis que l'empire du Japon dominerait l'Asie et le Pacifique. Les États-Unis, vaincus ou contraints à un isolationnisme strict, seraient une puissance diminuée, constamment menacée par ses voisins idéologiques. L'Afrique et le Moyen-Orient seraient dépecés, leurs ressources exploitées sans vergogne pour alimenter la machine de guerre et l'économie des vainqueurs. Ce nouvel équilibre mondial serait fondé non pas sur la coopération, mais sur la domination raciale et la force militaire. Les concepts de démocratie, de droits de l'homme ou de souveraineté nationale, tels que nous les chérissons aujourd'hui, auraient été éradiqués et qualifiés de concepts décadents et dangereux. Le monde serait divisé en sphères d'influence claires entre les puissances de l'Axe, avec des tensions permanentes et une méfiance omniprésente. Une guerre froide d'un genre nouveau opposerait peut-être Berlin à Tokyo, deux empires aux ambitions dévorantes. Dans ce paysage politique désolé, l'espoir d'un monde uni et pacifique serait un rêve mort-né, un lointain souvenir d'une époque révolue. Dans ce monde de 2025, l'Organisation des Nations Unies n'aurait jamais vu le jour. Quelle folie, aurait-on dit à Berlin, que de donner une voix égale à toutes les nations, qu'elles soient maîtresses ou inférieures. À la place, les relations internationales seraient régies par une série de pactes bilatéraux et d'alliances militaires dominées par le Reich. Le monde serait structuré autour de l'axe Berlin-Rome-Tokyo, mais cette alliance serait rongée par la méfiance. Le Reich verrait le Japon comme un rival ambitieux en Asie, et des conflits par procuration éclateraient certainement dans des zones tampons comme la Sibérie ou l'Inde. La diplomatie ne serait qu'une continuation de la guerre par d'autres moyens, un jeu cynique où la force prime toujours sur le droit. L'Europe serait le cœur de cet empire, mais un cœur sans âme. Paris, autrefois ville lumière, serait une capitale de province germanisée, son architecture haussmannienne côtoyant des monuments colossaux à la gloire du Reich. La France, la Belgique, les Pays-Bas seraient des protectorats, leur population servant de main-d'œuvre bon marché et leur culture systématiquement effacée au profit de la culture germanique. Les langues régionales et nationales seraient découragées, voire interdites dans les administrations et les écoles. Le continent vivrait dans un état de soumission permanent, chaque tentative de rébellion étant écrasée avec une violence inouïe, rappelant constamment à tous qui sont les maîtres. Les États-Unis, s'ils avaient survécu en tant que nation, seraient une puissance isolée et sur la défensive. Leur influence mondiale serait nulle. Ils seraient probablement contraints de maintenir une économie de guerre permanente pour dissuader toute tentative d'invasion, devenant une sorte de forteresse assiégée. L'Amérique latine serait un champ de bataille idéologique où agents nazis et sympathisants locaux chercheraient à installer des régimes fascistes alliés à Berlin. Le rêve américain, fondé sur la liberté et l'opportunité, serait mort, remplacé par un cauchemar de peur et de militarisation. Le reste du monde, de l'Afrique à l'Asie du Sud-Est, ne serait qu'un vaste réservoir de ressources à piller. Enfin,
l'horreur de l'Holocauste n'aurait pas pris fin en 1945. Elle se serait poursuivie et étendue à une échelle industrielle. Les politiques d'extermination et de purification ethnique auraient été systématisées sur tous les territoires conquis. Les populations juives, slaves, roms, ainsi que tous les opposants politiques, les homosexuels et les handicapés, auraient été pourchassés et anéantis sans relâche. Le génocide serait devenu un outil de gouvernance, une politique d'État banalisée et justifiée par une propagande incessante. Ce monde ne serait pas seulement un monde sans liberté, mais un monde où la vie humaine n'aurait de valeur qu'en fonction de critères raciaux arbitraires et monstrueux, définis par les idéologues de Berlin. Vivre en 2025 sous le joug du Reich signifierait une existence dénuée de toute liberté individuelle. Dès le plus jeune âge, les enfants seraient endoctrinés. L'école ne serait plus un lieu d'éveil et de connaissance, mais une machine à formater les esprits. Les cours d'histoire seraient réécrits pour glorifier le Führer et la race aryenne, tandis que les mathématiques et les sciences seraient enseignées dans un but purement utilitaire, former des ingénieurs et des soldats pour l'Empire. Les jeunesses hitlériennes seraient obligatoires pour tous les jeunes aryens, les préparant physiquement et mentalement à une vie de service aveugle et d'obéissance totale au régime. L'esprit critique serait le crime suprême. Le monde du travail serait entièrement subordonné aux besoins de l'État. Il n'y aurait ni syndicat, ni droit de grève, ni liberté de choisir sa carrière. L'État déciderait de votre profession en fonction des plans quinquennaux et de vos origines. Pour les populations jugées inférieures, le travail forcé serait la norme dans des conditions proches de l'esclavage, au service des usines d'armement ou des grands projets architecturaux du Reich. Pour les citoyens aryens, le travail serait un devoir sacré, mais encadré par une surveillance constante. La délation serait encouragée. Un mot de travers, une blague sur un dirigeant, et vous pourriez disparaître du jour au lendemain, emporté par la Gestapo. Les loisirs eux-mêmes seraient contrôlés et orchestrés par le pouvoir. Le cinéma, la radio et la télévision, une technologie que les nazis auraient certainement développée à des fins de propagande, ne diffuserait que des contenus approuvés. Les films vanteraient l'héroïsme des soldats du Reich, les documentaires prouveraient la supériorité de la race aryenne, et la musique serait expurgée de toute influence dégénérée, comme le jazz. Les grands rassemblements sportifs, à l'image des Jeux Olympiques de 1936, seraient des spectacles grandioses destinés à célébrer la puissance de l'Empire et la perfection physique de ses athlètes, chaque victoire étant présentée comme une preuve de la justesse de l'idéologie. La technologie moderne, si elle existait, serait mise au service de la surveillance de masse. Imaginez un Internet contrôlé par le Reich, où chaque site est approuvé, chaque message lu, chaque connexion tracée. Les réseaux sociaux n'existeraient pas, car ils sont un outil de libre expression. À la place, des plateformes étatiques permettraient de diffuser la propagande et de surveiller les citoyens. Des caméras de reconnaissance faciale seraient omniprésentes dans les rues de Germania, Paris ou Varsovie. Le téléphone portable serait un mouchard dans votre poche. Dans ce monde, la technologie ne serait pas un outil d'émancipation, mais la chaîne la plus solide de votre asservissement, garantissant que personne ne puisse jamais s'écarter du chemin tracé par le parti. La culture, dans un monde dominé par le nazisme, serait une terre aride et stérile. Toute forme d'art jugée dégénérée, l'art abstrait, le surréalisme, l'expressionnisme auraient été brûlés et bannis depuis des décennies. Les musées ne présenteraient qu'un art officiel, néoclassique et grandiloquent, glorifiant la force, la famille et la patrie. Les bibliothèques auraient été purgées de milliers d'auteurs, de Zola à Freud en passant par Einstein, leurs œuvres remplacées par des traités sur la pureté raciale et les mémoires des héros du parti. La créativité serait morte, étouffée par la censure et la peur. L'art ne serait plus une fenêtre sur l'âme humaine, mais un simple outil de propagande au service du mensonge. La langue elle-même serait une victime de cette victoire. L'allemand serait devenu la langue administrative et culturelle de l'Europe, imposée à des millions de personnes. Des mots comme liberté, égalité ou démocratie seraient devenus des termes subversifs, effacés du vocabulaire officiel. À l'inverse, le langage de la haine, de la déshumanisation et de la supériorité raciale serait omniprésent dans les discours, les journaux et les manuels scolaires. Parler une autre langue en public serait un acte de défiance, un signe de résistance passive. Le monde serait linguistiquement appauvri, privé de la richesse et de la diversité qui font la beauté de nos cultures.
le progrès scientifique et technologique aurait pris une direction bien différente. Certes, l'ingénierie allemande aurait produit des fusées capables d'atteindre l'espace, non pas pour l'exploration, mais pour y placer des plateformes de bombardement orbital. La recherche médicale se serait concentrée sur l'eugénisme et l'amélioration de la race aryenne, s'appuyant sur les terribles expérimentations menées dans les camps de concentration. Des avancées technologiques majeures que nous devons à la collaboration internationale et à la libre circulation des idées, comme l'informatique personnelle ou la recherche génétique à des fins curatives, n'auraient probablement jamais vu le jour dans un climat de secret, de méfiance et de dogmatisme idéologique. Se souvenir de notre histoire véritable, celle de la victoire des Alliés, est donc un devoir essentiel. Cette victoire, bien qu'imparfaite et suivie de ses propres conflits, a permis de préserver la possibilité d'un monde fondé sur la liberté, la dignité humaine et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'Uchronie d'une victoire nazie nous rappelle le prix de la liberté et la fragilité de la démocratie. Elle nous exhorte à rester vigilants face à la résurgence des idéologies de la haine et de l'exclusion. Le passé n'est jamais tout à fait mort, et c'est en le comprenant que nous pouvons espérer construire un avenir où un tel cauchemar ne pourra jamais devenir réalité.